Merci aux organisateurs de nous permettre de discuter autour de ce thème de l'entraide globale en francophonie. La francophonie, je pense que vous en avez parlé, ça va devenir déjà, et encore plus, la langue la plus parlée au monde. Donc on a vraiment un rôle à jouer, un jeu à jouer dans les années qui viennent pour tout ce qui est entraide, coordonnée, organisée, ce que l'on peut faire au sein de la francophonie, qui est une ère énorme au niveau mondial, et je pense que c'est très intéressant qu'on puisse en parler avec les ORL, mais aussi avec les orthophonistes, tous les intervenants, et aussi les industriels qui ont déjà, mais qui auront encore plus de rôle à jouer. Alors on va peut-être présenter d'abord les intervenants, les panélistes. Peut-être, M. Bellin, vous pouvez vous présenter. Jean-François Bellin, ORL à l'île de la Réunion. Ensuite, il y a le professeur Fraisse qui nous expliquera un peu l'organisation au sein de l'IFOS et de la SF-ORL, puisqu'il en est pour l'IFOS encore le président. Monsieur Babin aussi, qui nous expliquera un peu la CIF-ORL, ce qui est prévu, ce qui tourne déjà, ce qui est déjà organisé, et il y en a beaucoup. Et ensuite, le professeur Adjoa, qui nous dira un peu sa vision d'un pays hôte vis-à-vis de cette entraide, et puis moi, le Dr Gardini, qui vous expliquera l'organisation d'une mission qu'on a montée à Tamatave, justement, à Madagascar. Alors, les objectifs de cette table ronde, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la SF-ORL, par l'IFOS, par la CIF-ORL. C'est d'abord d'essayer de voir, d'organiser, de réfléchir à toutes ces actions. On va commencer par la SF-ORL et l'IFOS, ensuite on parlera de la CIF-ORL. Les attentes des pays receveurs, comment souhaitent-ils qu'on s'organise, quels sont les thèmes qu'ils veulent qu'on aborde, quelle organisation souhaitent-ils, et puis de savoir à la fin de cette table ronde s'il y a une possibilité d'organiser, de coordonner tout ce qui est fait au sein de tous ces groupes, de toutes ces actions qui sont très nombreuses et très efficaces pour la plupart. Alors, les actions globales de l'IFOS et de la CIF-ORL, je vais laisser la parole au professeur Fraisse, tournent autour de 4 thèmes principaux: les missions éducatives, les cours internationaux, l'intervention des jeunes de l'IFOS, et puis je reviendrai moi pour vous parler des missions d'entraide globale. Je laisse la parole au professeur. Donc merci beaucoup Bertrand. D'abord, je suis très heureux de partager cette table ronde avec toi, compte tenu de ton implication depuis très très longtemps dans les missions d'entraide et du rôle que tu as joué à l'IFOS d'un homme de terrain pour nous aider à construire cette charte que tu vas nous présenter. Alors, la deuxième raison, ça me donne l'occasion de dire, quand on a fait le choix de la francophonie ici avec Jean-François Bellin, on a pris une responsabilité, mais je suis très heureux d'avoir pris ce choix, parce que vous avez à la fois, par votre convivialité, par l'organisation de ce congrès, répondu au-delà des attentes de la SF-ORL. Vraiment bravo pour cette organisation. Et puis, puisque Vincent est là, je voudrais témoigner de manière très sincère. Tu le sais combien je suis sensible à l'aide de la SF-ORL sur le plan international. Bertrand l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Le français est la langue la plus parlée au monde. C'est très important que notre culture se diffuse. C'est très important cette mission que l'on a internationale, non seulement par des missions universelles, qu'on a un peu aussi, qui sont les nôtres, des missions humanitaires, mais aussi demain, des missions industrielles. Si on veut représenter la France sur le plan industriel, il faut qu'on rayonne. Et c'est vraiment un engagement que j'essaye de prendre, tout en étant très respectueux du conseil d'administration de la SF-ORL. Voilà. Alors, je vais vous parler des missions éducatives. Je vais être très bref. On a, dans le cadre de l'IFOS, et je ne peux pas ne pas citer Alexis Richard, d'abord créé un comité scientifique qui inclut pratiquement toutes les grandes langues, le portugais, l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, le russe. Et on a recueilli de chacun de ces comités scientifiques des publications, des vidéos, des thématiques que Alexis Richard, sur son site, a rendu disponibles. Alors ça se présente comment concrètement? Eh bien, vous allez sur le site de la SF-ORL, vous mettez le mot-clé que vous choisissez, par exemple autospongiose. On va vous donner la société savante qu'il a fait, la thématique, la langue, la surspécialité, et puis, si c'est un format qui a comme objectif un format éducatif pour les internes, un objectif de formation continue ou d'hyperspécialité. Donc, quand on fait le bilan de cette première action, on a aujourd'hui près de 400 publications qui ont été faites,
en cancérologie plus qu'en otologie, mais vous voyez en audiologie, en oncologie, et on a pratiquement toutes les sociétés savantes qui sont représentées. Donc c'est un accès, et ce qui est très important, j'ai oublié de le dire, c'est un accès libre, gratuit. On est l'une des sociétés savantes qui donne ces données avec un accès gratuit. On a ensuite, et on va le poursuivre après Vancouver, même quand je ne serai plus président, en essayant de le développer, mis en place des cours. Alors, il y a deux grands types de cours qui ont été mis en place, en sachant que l'on a été un peu gêné par la période Covid, mais on a d'un côté des cours de dissection qui ont été mis en place, et ces cours de dissection ont été essentiellement organisés avec Milan Profane et la Société française d'ORL sur les rochers, et ils se centralisent aujourd'hui à Harare. Harare, pourquoi? Parce qu'ils ont une dizaine de microscopes, parce qu'ils ont un accès facile aux eaux temporaux, mais à partir de cette année, on va construire à partir de Harare des formations hybrides. C'est-à-dire qu'il y aura sur place des dissections, à distance des formations hybrides, soit en live, soit enregistrées. Et puis, on a créé un concept de Global Hearing Réhabilitation Course, qui sont un peu sur le modèle des journées de l'audition que l'on a mis en place, extrêmement multidisciplinaires. Et l'objectif, ce n'est pas simplement de former des otologistes, mais aussi des orthophonistes, des audiologistes, des infirmières de pratique avancée. Et on a fait pour l'instant un cours en Amérique du Sud, un cours à Dubaï et un cours au Vietnam avec plus de 350 participants qui ont été un vrai succès. Donc on a ces deux modalités de cours. Enfin, c'est peut-être le point dont je suis le plus fier, on a confié à Nicolas Facry, qui va maintenant rentrer au comité exécutif de l'IFOS, une mission de donner une impulsion avec des jeunes générations au niveau de l'IFOS. Et il a, d'une part, créé un groupe, un network important avec plus de 700 membres. Vous voyez les représentants par pays, il y a 300 Européens, 48 d'Amérique du Sud, 81 d'Amérique du Sud, 48 d'Amérique du Nord, plus de 120 en Asie et 147 en Afrique. Donc une vraie représentation multiple qui témoigne encore de notre rôle un peu universel, avec une activité qui est extraordinaire. Ils ont d'abord, et ça c'est très récent, grâce à François Simon, mis en online sur les Européens en anal plus de 100 vidéos accessibles aussi en open access. Donc ce sont des vidéos qui sont supportées sur le plan éditorial par les Européens en anal d'ORL, qui sont gratuites, qui sont thématisées, auxquelles vous pouvez avoir accès. Et ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. Et il y a déjà 2 éditions des Européens anal qui ont été publiées. Et en matière de publication pure, ils ont aujourd'hui, au nom des UIFOS, et en l'espace de 3 ans, 86 publications au comité de lecture sur le nom de UIFOS. Donc une activité qui a été à la fois une activité humanitaire très importante. On est le pays qui donne un open access aussi bien du contenu scientifique que des vidéos gratuitement. Et enfin, une activité de recherche au nom des UIFOS. Voilà un peu nos missions. À côté de ça, il y a une vraie activité humanitaire avec ce qu'on appelle le groupe Entraide Globale qui est dirigé par Bertrand Gardini et Thierry Mom. Et je vais lui passer la parole. L'objectif qu'on avait au niveau de la SFOA et de l'IFOS, c'était dans un premier temps de recenser, et on avait envoyé des questionnaires, tout ce qui se faisait d'abord au niveau de la SFORL, au niveau français, pour essayer de voir ce qui se faisait en termes d'activité, quel était le temps de présence, l'organisation de chaque mission et leur ancienneté. Donc on a défini des objectifs à partir de tous ces éléments-là, très précis des missions pour que ça puisse entrer dans un contexte de la SFORL et ou de l'IFOS. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut adapter l'aide à une demande concrète formalisée par le pays receveur. En termes d'enseignement, on le reverra tout à l'heure, des cours sont organisés sur place, mais aussi à distance par les FOS, mais aussi par les missions. En termes de soins, quel matériel, quel type de pathologie et quel type de chirurgie doit-on, quand c'est chirurgical, doit-on promouvoir. Et puis le matériel, est-ce qu'on équipe, est-ce qu'on n'équipe pas, comment on équipe, quel niveau d'équipement on met. Tout ça, c'est à discuter, bien sûr, d'abord avec le pays hôte, avec les receveurs qui souhaitent
développer telle activité, avoir une aide sur tel type de matériel, qui est pour nous l'essentiel, l'élément primordial de la mise en place d'une mission. Ensuite, on s'est aperçu également que dans chaque pays, on avait parfois des actions qui étaient un peu semblables et pour lesquelles on pouvait coordonner ces actions pour être plus précis, pour être meilleur, pour être plus efficace. Privilégier toujours pour nous la formation des médecins locaux, mais ça dépasse le cadre médical pur. La formation est vraiment, on en reparlera tout à l'heure lorsque je présenterai l'émission, mais l'élément essentiel de cette entraide globale. Teach the teacher, apprendre à apprendre, pour nous, c'est l'élément essentiel pour pouvoir diffuser cette connaissance, toujours en accord avec les pays locaux. Et puis, dans ce cadre-là, après avoir analysé tous les retours de mission, Thierry Mom, qui est à l'origine aussi de cette mission, de cette commission, on a décidé de réaliser une rédaction d'une charte pour pouvoir rentrer vraiment dans le système de la SFORL et de l'IFOS, qui a été publié l'année dernière et dont je vais vous rappeler quelques articles. Alors, les principes généraux, les missions de coopération ont vocation à transmettre un savoir et à apporter une aide médicale spécialisée. Ça mérite d'être précisé d'emblée. Les missions sont indépendantes de tout groupe politique, économique, ethnique et confessionnel, ça évidemment. Ensuite, un des éléments essentiels pour nous est effectivement le côté éthique de nos actions. L'aide est apportée sans discrimination et toujours adaptée aux situations des populations secourues. Les actions de mission se font dans le respect de l'identité culturelle et de la dignité de chacun. Les missions, et on en parlera tout à l'heure, interviennent toujours à la demande des populations concernées ou de leurs représentants légitimes par une aide d'urgence, mais aussi sur des programmes à long terme. Elles se coordonnent et coopèrent avec les autres missions et institutions traitant du même problème. L'article 6 est un élément essentiel pour nous. Ce n'est pas toujours le cas dans les missions venant de pays hors francophonie, mais les membres de mission sont des praticiens expérimentés. Donc on avait défini au moins un clinica plus 3 ou 4 ans, je parle pour le côté chirurgical, de pratique chirurgicale avant de pouvoir prétendre partir en mission en termes d'opérateurs. Après on peut emmener des jeunes chefs ou des internes, mais en termes de décisionnaires et de pratique chirurgicale pour apprendre, pour former, en termes de formateurs, il est nécessaire d'avoir une vraie expérience chirurgicale pour pouvoir être efficace. Rompu à la pratique des techniques, il pratique dans le cadre de mission. Ensuite, d'un point de vue pratique, les objectifs médicaux des missions sont réalisés et adaptés aux conditions locales. Les suites opératoires sont organisées. Un des soucis que l'on voit souvent dans notamment la chirurgie, mais ça peut être aussi l'appareillage, c'est le suivi des patients. Comment l'organiser? On est parti à 1 semaine, il y a les pansements, à 6 mois, il faut revoir les patients. Ça doit être organisé. Et pour rentrer dans le cadre du fonctionnement de la SFORL et de l'IFOS, il faut avoir organisé, anticipé ce type de prise en charge. Les missions s'inscrivent dans la durée, on demande une pérennité. Pour notre part, pour notre organisation, quand on signe une convention, on la signe pour 10 ans. Et on présente un budget pour 10 ans pour être sûr d'avoir une pérennité sur cette mission, que ce ne soit pas des one-shots. La formation des contacts locaux et l'objectif prioritaire évidemment. Les membres des missions sont couverts par une assurance à patrimoine et responsabilité civile. Ils effectuent leur mission soit sur le temps de congé, soit dans le cadre d'une mission déclarée à leur employeur. À l'hôpital, il y a des temps décernés à ça. Il est essentiel d'être couvert pour ça évidemment. On reviendra dessus, mais on travaille à avoir, lorsqu'on rentre dans ce cadre de charte, lorsqu'on est reconnu par la SFORL ou l'IFOS, d'avoir des assurances qui permettent, notamment la RCP, qui ne prend pas toujours en charge, il faut bien s'en méfier, bien demander avant, dans ce cadre de pratique. Alors l'avenir, je suis content que les industriels soient là. La journée d'aujourd'hui, cette table ronde va nous permettre peut-être de renforcer un peu les actions qu'il y a au sein de la francophonie, d'y réfléchir et d'avoir peut-être un planning d'action, ce qu'on peut avoir avec ce qu'on pourrait prévoir comme action au sein de la francophonie, continuer à harmoniser les actions avec d'autres ONG. Lorsqu'on a fait un tour de toutes les actions, on s'est aperçu que de nombreux industriels, notamment de l'audioprothèse, que ce soit des groupes d'audioprothésistes ou des fabricants d'audioprothèses, avaient déjà des actions très bien organisées
fluide, pour lequel on avait une vraie pérennité. Je parle notamment d'Amplifon Audica, mais aussi de Starkey, qui est une grosse structure, alors qui n'ont pas forcément le même modèle d'organisation que nous, mais qu'il est très intéressant d'inclure, notamment dans nos missions chirurgicales, et pour lequel on peut avoir un vrai retour d'expérience. Avec l'industrie, on peut définir des types de prothèses qui peuvent être adaptés à certaines contraintes locales de pays, ça c'est très important, en termes d'humidité par exemple, en termes de batterie, il y a plein de choses à définir. L'élaboration de boîtes chirurgicales type que l'on peut travailler avec les partenaires industriels pour que l'on puisse définir, dans le cadre de l'autologie, il vous faut ça, et on définit une boîte spécifique, en cancéro-cervical, il nous faut ça. Ce sont les éléments minimums requis pour pouvoir opérer. Et puis, le développement de nouvelles technologies adaptées aux pays receveurs. Le développement de nouvelles missions, ça, évidemment. Et puis, ce dont on parlait avant, la mise en place de solutions pour les ONG reconnues, notamment tout ce qui est assurance. La checklist, on avait prévu de faire une checklist systématique avant chaque mission pour ne rien oublier. Alors, ça va du passeport au matériel, évidemment, au visa, avoir rencontré les autorités locales, il y a tellement de choses à faire. Et puis les facilitations d'équipement en matériel. Le prochain axe que l'on est en train de développer avec M. Fraisse et Thierry Maume est la récupération de matériel, le stockage de matériel d'ORL qui s'arrête, et de pouvoir les affréter, les emmener directement sur des sites dont les responsables locaux ont fait la demande. Ça, c'est une étape un peu lourde à organiser en termes de stockage et d'envoi pour diverses raisons. Mais ça fait partie des prochaines missions qu'on a, parce qu'on peut récupérer beaucoup de matériel, beaucoup d'ORL qui partent à la retraite, ou des industriels qui reprennent des matériels un peu usagés, peuvent léguer ce matériel pour qu'on puisse ensuite le réattribuer. Alors, il est sûr qu'il y a une vraie dynamique qui a été lancée depuis 3-4 ans par la SFORL et l'IFOS, ça c'est sûr. On a noté les commissions, etc. Les Young IFOS aussi ont vraiment travaillé. On va le voir, la SFORL aussi a beaucoup travaillé, a organisé au sein de la francophonie beaucoup de choses. Mais on doit vraiment associer dans notre développement maintenant toutes les professions médicales, paramédicales, ça c'est évident, les audioprothésistes, mais aussi les orthophonistes, les audiologistes, et puis associer nos partenaires industriels et notamment les audioprothésistes qui ont déjà une grosse action au niveau de cette entraide globale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à monsieur Babin qui va peut-être nous parler de l'action. Là. Alors non, c'est là. Ouais, écoutez, moi je vais commencer par dire 4 merci. D'abord, merci à Bruno pour tout le travail fait. Vraiment, c'est un boulot de coordination. Moi, je suis très admiratif. Merci Bernard, depuis longtemps avec l'IFOS. Vincent, avec la SFORL, il nous aide beaucoup. Et puis Jean-François, là, nous recevoir ici. Et voilà. Je suis embêté parce que je ne vais pas dire... La CIFORL, un peu, c'est votre fille, hein, la fille un peu de la SFORL, et puis, ça marche ouais. Et puis, de l'IFOS sous la présidence de Bernard. Et je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses. Moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était un petit peu le rôle de la CIFORL, et vous montrer quelques petits exemples de coopération qui ont été définis, mais c'est beaucoup moins organisé, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et il ne faut pas que la CIFORL travaille seule, il faut qu'elle vienne avec l'organisation que vous avez mis en place. J'ai repris très simplement les statuts. J'ai regardé quels étaient les rôles qui incombaient à la CIFORL. Ben, vous voyez, j'ai enlevé ce qui était un petit peu différent de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais j'ai repris dans les objectifs principaux, voilà, les voyages d'études, les échanges des étudiants entre les pays francophones. Derrière, les objectifs secondaires, ben, vous voyez, on rejoint exactement les missions d'entraide, l'enseignement de l'ORL, la formation des spécialistes, développer tous ces statuts qui avaient été élaborés déjà avec Monsieur Lejean au début, que l'on a revus, ils étaient déjà là. Hein, et puis, contribuer un petit peu à tous les échanges internationaux. Donc, vous voyez, on est
exactement dans la lignée de ce que vous venez de dire. Alors, les exemples de coopération. En France, ce que l'on essaye, c'est la demande de nos collègues, c'est une participation aux enseignements. Donc, les cours du collège, par exemple, les cours du collège, il y a une grande demande pour pouvoir se connecter et on n'a pas toujours l'autorisation. On a, grâce à la SFORL, la possibilité de se connecter pour avoir des vidéos, mais les cours du collège du lundi ne sont pas toujours accessibles. Donc ça, et c'est une grosse demande. L'autre possibilité en France, et c'est là-dessus qu'on doit essayer de travailler, c'est accueillir encore des étudiants pour les DFMS ou les DFMSA. Je crois que rien ne vaut d'avoir un étudiant qui vienne passer 1 an chez nous, et ils repartent. Ils repartent là-bas après avoir vu ce que l'on fait les uns les autres, et puis ils vont reproduire. Donc ça, il faut arriver à trouver des possibilités. À titre d'exemple, moi je suis allé au CHU, on avait 5 internes, on avait 6 internes. J'ai réussi à obtenir un poste supplémentaire. Et on a un intervenant camerounais qui arrive. Mais c'est une filière il faut absolument durer. Le problème, c'est le financement, et il faut se battre pour trouver ces financements pour les faire venir. Mais je crois beaucoup à ce système-là. À l'étranger, on fait des missions d'enseignement et puis des missions d'accompagnement, mais je vais redire ce que vous avez dit. Alors moi, j'ai juste mis, par exemple, une mission que l'on a montée avec Toulouse, avec Agnès Dupré. On a mis une mission à Saint-Louis chez Adital, et on y va à tour de rôle. On va là-bas, on fait des séances d'enseignement, et puis on participe au bloc opératoire. La difficulté, c'est que c'est des financements que l'on est allé chercher nous-mêmes. Là, moi j'ai mis ça c'est mon financement. J'ai un projet, un PHRC Pétale. J'ai récupéré, j'ai détourné, bon, on est entre nous, j'ai détourné un petit peu le projet Pétale pour dire qu'il va y avoir une formation, et ça a permis de développer des choses. On a emmené de la même manière avec des valises, mais moi j'ai l'impression qu'on est, quand je vous vois, on est des petits avec nos petites valises, on emmène, mais bon. C'est ce niveau-là. Et puis, j'avoue que je me suis fait aider une association, la Solidarité Don d'Espoir, qui travaille beaucoup sur l'éducation. Je me suis greffé avec eux, et puis ça nous a permis d'avoir la... Et on va en reparler. On va essayer d'aller sur Madagascar, parce que je sais que la SDE là, travaille sur Madagascar. Donc ça sera un moyen. Il faut essayer de trouver partout des moyens pour aider. Là, c'était au Sénégal, bon, c'était une autre histoire. Et puis, il y a aussi d'autres enseignements. Là, c'était il y a quelques années au Cameroun, avec Richard Njok. Là, c'est plutôt utiliser le versant politique. Richard est devenu secrétaire ministre de la Santé. Donc, c'est pour nous une opportunité d'utiliser sa position pour qu'on puisse aller mener des actions. Voilà. Les perspectives, bon, l'enseignement, donc je viens de vous le dire, si on pouvait, mais ça il faudra demander l'accès à Emmanuel Lescane. Des séances de dissection, beaucoup nous demandent. Alors, vous allez les faire sur place, c'est bien. Est-ce que c'est possible d'organiser à l'envers ? Difficile. On le fait quand un étudiant vient, mais autrement... ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je crois beaucoup à la mobilité. Ça serait vraiment là-dessus, j'aimerais qu'on puisse voir si on pouvait financer des étudiants à venir dans nos équipes pour qu'ils puissent repartir. Et puis, continuer à l'étranger. Je pense qu'avec vous, coordonner des missions, partir certains pour des missions simplement d'enseignement, d'autres pour prendre une chirurgie ou aider à former localement, et puis favoriser l'échange. Je crois vraiment que l'échange, le partenariat entre nous doit nous aider. Donc vous voyez, hein, j'ai rien inventé. J'ai pas apporté grand-chose de plus que ce que vous avez dit, mais voilà. On a le site, la SIFORL, qui est visité aussi. Je ne vous ai pas ramené les chiffres là, mais je l'avais montré à Paris. On a une augmentation des chiffres, mais on a mis des vidéos, mais après, ça fait un double. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qui est proposé par Vincent. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est deux moyens d'y accéder. Voilà.
Ben, c'est-à-dire qu'on a des liens qui ont des... Donc, c'était avec François Simon, donc on avait essayé de revoir pour essayer de faire tourner, mais on retrouve les mêmes. Voilà. Ben après, bon, on discutera peut-être après des autres possibilités. Alors, là, pour nous, vient, à mon avis, l'intervention la plus importante de cette table ronde, puisque pour pouvoir s'occuper d'une entraide, il faut que le pays local nous reçoive et soit OK pour nous recevoir, et surtout nous impose ses contraintes et ce qu'il souhaite. Donc, je vais appeler monsieur le professeur Adjoa, et qui va nous expliquer un peu les attentes d'un pays hôte en ce qui concerne ce qui est déjà fait, parce qu'il a déjà beaucoup d'actions qui sont menées grâce à lui, et j'aimerais bien savoir, connaître les demandes, les attentes d'un pays hôte. Je vous laisse. Je ne veux pas le que ça. Voilà, vite. Voilà. Elle a perdu la flèche. Oui, les flèches. Pourquoi le que ça? Ah oui, ah oui, mais là, on est coincé. Ah oui, il est coincé. Il n'apparaît pas ici. Elle est là-bas. Elle est là. Il faut aller là. Alors, non, de l'autre côté, elle est complètement de l'autre côté. Voilà, et vous allez pouvoir la revoir ici. Allez-y plus loin. Hop, elle va arriver là. Oh là là, ah oui, d'accord. Ok. Et là, c'est. Voilà. C'est ici. Mhm. Bien, alors je voudrais d'abord vous remercier tous, M. Fraîche et tous ceux qui s'intéressent à cette partie de l'humanitaire. C'est vrai que nous sommes les bénéficiaires, mais je vais peut-être parler de problèmes un peu généraux. D'abord, dire que beaucoup d'actions sont menées un peu de manière disparate. Quelquefois, même nous apprenons la présence d'une mission ou au moment où il y a une médiatisation, que nous apprenons la présence d'une mission, alors que, effectivement, même là dans le pays, chacun d'entre nous essaie, en plus de ses activités, de mener des activités donc humanitaires. Et pour cela, nous organisons nous-mêmes quelquefois des ONG. Alors bon, je vais pas rentrer dans tout cela, mais l'humanitaire, c'est vrai que souvent, c'est des problèmes d'urgence, c'est des problèmes ponctuels, c'est des problèmes de catastrophe. Mais de plus en plus, avec la coopération et la collaboration, on n'en a pas besoin d'attendre la catastrophe. Tous les jours, on peut organiser quelque chose. C'est vrai que ça doit être apolitique, ça doit être neutre. C'est vrai que ça peut se faire aussi dans la gestion de certain nombre de conflits. C'est vrai qu'il faut de l'universalité, de l'impartialité, de l'indépendance, de la neutralité. Je crois que je ne vais peut-être pas trop m'appesantir sur ça, parce qu'en fait, ce n'est pas la catastrophe, c'est que le pays qui reçoit a souvent besoin d'un appui, a besoin d'un petit coup de pouce. Parce que déjà localement, il y a des professionnels qui sont venus, comme l'a dit le professeur Babin tout à l'heure, qui sont venus dans vos services en Europe, qui ont fait des stages et qui sont retournés parce que dans leur cursus universitaire, surtout pour ceux qui veulent être universitaires, c'est presque obligatoire de faire un séjour. Donc quand on rentre, c'est de maintenir la collaboration avec les collègues. Bien, maintenant, effectivement, si quand vous arrivez, nous allons vers les médias, beaucoup veulent venir passer sous silence, mais il faut médiatiser, parce que cela va permettre de récolter des fonds, cela va permettre de sensibiliser le public, de sensibiliser même les politiques. On est obligé, nous, de pouvoir donc travailler, informer les politiques, et cela peut permettre de pérenniser les actions. Bon, alors, les causes, je crois que ça, on va passer rapidement. Alors, sur quoi nous allons réfléchir, c'est que quelquefois, effectivement, excusez-moi, mais les dons devraient être, semble-t-il, désintéressés et avec altruisme, parce que des fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. Je donne un exemple, il y a des Américains qui sont venus avec un bateau, ils ont opéré, ils sont partis.
et on n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé. On n'a vu que des complications dans nos consultations. Donc, c'est ce qu'on peut penser. On peut penser que ce don, si ce n'est pas bien organisé, qui a comme un désir de prestige de la partie qui vient, comme un désir, entre guillemets, de séduction, de domination, ce qui fait qu'il faut que des dons, s'ils ne sont pas adaptés, on ne sait pas quoi donner, on ne sait pas à qui donner véritablement, et on arrive un peu avec beaucoup de choses très intéressantes, mais ce n'est pas adapté. Alors, quelquefois, trop donner, c'est bizarre, mais quelquefois, vous donnez, et puis le service qui reçoit ne sait pas quoi en faire, et bon, ça reste dans un magasin. Le don en nature, oui, c'est peut-être pas forcément toujours adapté. Quelquefois, les dons sont réalloués, comment je peux dire ça, c'est-à-dire ils sont reçus et ils sont attribués à des services qui n'en ont pas besoin ou à des structures qui n'en ont pas besoin. Parce que ça a été reçu dans un cadre politique et le politique a géré ça d'une autre manière. Excusez-moi de vous dire des choses peut-être qui ne sont pas possibles dans vos structures, mais bon, chez nous, il y a des fois des comportements qui sont un peu gênants. Alors, il y a aussi des promesses. Il y a quelquefois des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues. Donc ça c'est un peu compliqué parce que nous les annonçons très souvent les promesses. Alors, je vais passer ça, je passe les politiques. Alors, la collaboration est indispensable avec les services d'accueil. Ça, c'est fondamental. Il faut absolument que dans le service d'accueil, s'ils ont pu même s'organiser sous forme d'une ONG, nous avons pratiquement 3 ONG pour gérer la partie ORL. Une ONG qui s'occupe de tout ce qui est sensibilisation, mais sensibilisation des populations et consultation. Ce n'est pas toujours facile d'arriver comme ça, de vouloir consulter des gens, de vouloir faire leur bonheur sans qu'ils aient compris et qu'ils n'aient intégré que c'est bénéfique pour eux. Et ensuite, on peut faire les consultations. On a une structure qu'on appelle la Fondation ORL qui s'occupe de la partie enseignement. C'est dissection, laboratoire d'anatomie, des cours, etc. Et on a la Société ivoirienne d'ORL qui à la fois est scientifique et d'autre part qui fait des actions donc humanitaires de consultation et d'intervention. Si vous venez que vous adressez à ces structures, c'est déjà organisé. Ils vous diront ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, comment il faut le faire. Et donc, vous allez venir avec ce qui est efficace en plus. Parce que quand vous venez aussi, il y a même des fois des problèmes de kilos. Il faut prendre ce qui est vraiment utile plutôt que de venir avec des choses qui ne vont pas bien passer. Et puis ces missions, il faut qu'ils vous fassent des comptes rendus. Vous ne pouvez pas venir avoir fait une mission sans que le service, ceux qui vous ont accueilli n'ont pas fait le bilan. Ils n'ont pas fait le bilan financier, ils n'ont pas fait d'audit, ils n'ont pas fait de contrôle. Ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est à vous aussi d'exiger, si je viens, eh bien, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été les suites, etc. Alors, il y a tout un ensemble d'idées que je vais peut-être laisser tomber parce que peut-être que dans la discussion, mais c'est vrai que respecter les coutumes locales, c'est vrai. Fonder les interventions sur les capacités locales, c'est vrai. Tant que c'est possible, associer les bénéficiaires. C'est incroyable, mais quelqu'un qui a faim, il ne va pas vouloir manger n'importe quoi. C'est ça aussi. Et les secours doivent autant viser et à limiter les vulnérabilités futures. C'est-à-dire qu'il faut même prévoir. Nous considérons les responsables comme étant des bénéficiaires potentiels. Il faut la transparence. Et ça, nous-mêmes, nous nous battons pour cette transparence. On se bat parce que si vous êtes déçus, parce que vous n'avez pas trouvé quelque chose de sérieux, vous n'allez plus revenir, vous allez aller ailleurs. Et nous sommes obligés, nous bénéficiaires, de se battre pour que la transparence et le sérieux dans un respect mutuel.
Voilà, ensuite, bon, il y a des piliers qui sont mis en place par les structures de l'ONU, l'acceptation, l'identification, la communication, la télécommunication. Et puis, de plus en plus de mesures de protection. Quand vous venez, il faut qu'on assure votre sécurité. Ça, c'est de plus en plus nécessaire. Sinon, ce sont évidemment des enseignements, les équipements, oui, les équipements utiles, les équipements qu'il faut, et la formation aussi de ceux qui vont utiliser ces équipements. Alors la conclusion, c'est un peu la reprise de tout ce que je suis en train de dire. Et je voudrais vraiment remercier tous ces systèmes qui se mettent en place. C'est formidable, on en a besoin, mais je crois que le plus important maintenant, c'est que dans les pays où vous allez, vous identifier quelqu'un de sûr, quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui est sensibilisé sur ce qu'il est, qui sait ce qu'il va faire. Et puis, dans cette coopération, je vous assure, on va faire des choses formidables. Merci. Je voulais vous remercier de cette intervention à plusieurs titres. D'abord parce que ce type d'intervention et ce type de position nous a fait progresser, nous. Là, sur tout ce que vous avez exposé, on retrouve plein de données auxquelles on a réfléchi depuis 3-4 ans, grâce à vous, pour pouvoir avoir une espèce de communion, de convergence en tous les cas, sur des points de vue qui n'étaient pas forcément évidents et qui ne sont pas encore forcément évidents dans tous les pays, mais qui au sein de la CFORL et de l'IFOS le deviennent de plus en plus. Ensuite, je voulais vous féliciter quand même de l'organisation que vous avez localement. Vous avez mis en place 3 ONG prêtes à recevoir, et ça en termes de pérennité d'organisation, pour nous, fournisseurs d'aide, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez tenu aussi à la transparence, ce qui malheureusement, tant pour nous que pour les pays hôtes, n'est pas toujours le cas. La transparence est un élément essentiel de la collaboration, et ça, vous l'avez bien exposé. Et puis, pour finir, effectivement, sur l'axe essentiel reste la formation, vous l'avez dit. Et je trouve que vraiment, là, on a, depuis quelques années, grâce à la réflexion de ce que vous nous apportez à chaque fois dans vos interventions, et à la réflexion qu'on a eue, on a une convergence maintenant réelle de ce qu'on vous propose par rapport à ce que vous souhaitez. Et je trouve que c'est un élément fort de notre progression à nous, de la SFORL et de l'IFOS, dans la projection de ce qu'on peut proposer. Je vous remercie. Je vais passer la parole à notre organisateur pour nous exposer ce qui se fait un petit peu au niveau... Pour l'océan Indien. L'océan Indien, oui, l'océan Indien. L'océan Indien, bien sûr. Merci Bertrand. Donc je pense que l'ensemble des participants savent ce que c'est maintenant les îles de l'ouest de l'océan Indien. Donc c'est une partie assez éloignée de l'hémisphère austral et qui est représentée par plusieurs îles, et c'est une partie francophone du monde. Alors il y a Mayotte, qui est une petite île. Il y a les Seychelles, qui se trouve ici, qui est un archipel. Il y a les Comores, qui est un autre archipel entre la Tanzanie et Madagascar. Il y a l'île Maurice, qui est l'île la plus à l'est de l'océan Indien. La Réunion, où nous sommes, donc qui est entre Maurice et Madagascar. Et puis la grande île, l'île continent, qui est Madagascar. Alors, je vais faire juste un récapitulatif très rapide de l'océan Indien, puisque cette CIFORL, c'est un moment de la mettre en valeur. Mayotte, c'est 376 km², 300 000 habitants, francophone, département d'outre-mer depuis quelques années. 2 à 3 ORL au niveau du centre hospitalier de Mayotte et quelques missions privées. C'est une activité médicale et chirurgicale de base avec une formation universitaire qui est rattachée à sa métropole, la France. Les Seychelles, c'est 455 km² d'îles, de 115 îles avec 100 000 habitants à peu près, francophones et anglophones, membres de la francophonie et du Commonwealth, État indépendant depuis 1976, avec des mesures ORL très peu, avec un centre hospitalier colonial, quelques centres privés et une présence intermittente d'ORL. La formation n'est pas bien codifiée là-bas. L'Union des Comores, c'est un archipel de 4 grandes îles, 2236 km², à peu près 1 million d'habitants, francophones, indépendant depuis 1975, avec une situation sociale précaire et une tension géopolitique avec son ancienne métropole, la France. Il y a la présence à peu près de 2 à 3 ORL, avec un accès très réduit à un plateau technique et un souci de gestion médicale entre les Comores et Mayotte, qui fait partie Mayotte de l'archipel des Comores.
La République de Maurice, c'est un territoire d'environ 2000 km² avec une population de 1 300 000 habitants, une attache francophone et anglaise, membre de la francophonie et du Commonwealth, indépendant depuis 1968. Présence à peu près, les chiffres ne sont pas récents, de 16 ORL, dont 4 francophones, donc on voit qu'il y a une activité anglophone un peu plus importante ces derniers temps, une activité libérale et hospitalière, un centre hospitalier, l'INT Vacoas, des cliniques privées, une activité universitaire en cours de développement et un attachement universitaire à la France, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et de l'Inde, selon les origines de chacun. Madagascar, c'est la 5e plus grande île du monde. Le professeur Eric est là, on a parlé à la session Océan Indien hier. C'est un territoire de 587 000 km², plus grand que la France, une population de 25 millions d'habitants, un attachement francophone, État indépendant depuis 1960. Moi, j'ai repris les données d'ERI, c'était à l'époque où tu étais venu il y a quelques années. C'est 16 spécialistes en ORL, dont 6 retraités, des internes en formation, des médecins qu'ils appellent correspondants ou attachés à l'audiologie et aux ORL, sans que ce soit des véritables ORL, des assistants un petit peu, comme tu l'avais dit, formés sur le tas, une société malgache ORL, la SMORL, avec 60 membres, qui est très bien articulée, et des universités. Alors bon, en général, tu en as parlé, Eri, hier, Madagascar, donc c'est un équipement insuffisant hospitalier et libéral. Il y a des orientations possibles qui existent déjà. Un institut otologique luthérien à Tananarive, dont le docteur Liv est là présent et représente, un centre de cancérologie à Tananarive, un centre privé de chirurgie endonasale à Tananarive. L'île de la Réunion, où nous sommes, c'est un territoire de 2500 km², 900 millions d'habitants, c'est un département d'outre-mer français depuis 1946 et c'est surtout maintenant une des 7e régions ultrapériphériques de l'Union européenne. La présence médicale est beaucoup plus importante, beaucoup plus proche que notre métropole, la France, avec un système hospitalier, 5 PH présents, au sein d'un CHU qui est bipolaire, nord et sud, des assistants des hôpitaux, des internes de l'océan Indien. Il y en a 3 qui sont en formation, qui ont été formés ou en formation. Un CAMS qui est représenté par 2 praticiens hospitaliers en charge de la surdité, des médecins libéraux, à peu près une vingtaine sur l'île, des établissements privés avec des plateaux techniques développés. Il y a 5 centres avec une autorisation en carcinologie ici à l'île de la Réunion, 3 publics et 2 privés, un centre implanteur cochléaire lié à un groupement de coopération sanitaire public et privé, 2 plateaux techniques de radiothérapie, un centre de compétences en surdité infantile et une société ORL de l'océan Indien dont je suis le secrétaire, qui est la Sorlois, créée depuis 1989. Alors, ce que nous avons en commun, finalement, dans toutes ces îles de l'océan Indien, c'est déjà, ça représente à peu près 600 000 km² de territoire isolé, des îles et cette île-continent. C'est une population, grosso modo, francophone de 25 millions d'habitants. Et ce que nous avons en commun, c'est l'isolement de nos métropoles, ou nos anciennes métropoles, un attachement francophone fort et un fort désir de croissance. Nous sommes aussi à un carrefour géographique, puisque situé entre plusieurs sous-continents, donc l'Australie, l'Afrique du Sud, australe, l'Inde et les régions du Moyen-Orient. Quels sont les enjeux de la zone? Finalement, essayer peut-être de faciliter les échanges inter-îles, mettre en place des coopérations entre ces différentes îles, malgré les différences culturelles qui sont importantes, socio-économiques qui sont aussi importantes et politiques. Et comme vous l'avez vu, et vous avez dû prendre l'avion, la région est isolée, les voies maritimes sont difficiles. Les implications pour la Réunion, c'est au niveau médical, effectivement, d'essayer de proposer de l'entraide, Madagascar, les Comores, soutenir Mayotte pour des activités de base, le dépistage, la périnatalité, la prise en charge de tumeurs, de malformations, proposer éventuellement à notre cousin mauricien un développement plus opinal, projet d'implantation cochléaire, coordination oncologique, c'est des choses dont on a déjà échangé. Au niveau politique, c'est d'essayer d'avoir un soutien de partenaires, d'institutions, qu'elles soient internationales, européennes, françaises ou de l'océan Indien. Alors, il y a une commission de l'océan Indien créée en 1982. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'elle fait. Moi, je l'ai contactée pour la CIFORL. Elle ne m'a jamais répondu. Il y a pas mal de difficultés et d'entraves pour cette entraide. Finalement, on a l'impression qu'on a peu de soutien des véritables institutions publiques, du moins locales. On n'est pas toujours soutenu. Il y a des absences de coordination médicale géographique. Par exemple, on n'a pas de société entre les îles. On essaie d'échanger, on essaie de faire au mieux, mais peut-être qu'il faudrait créer certaines choses. On n'a pas de représentation commune à l'IFOS. J'ai vu qu'il y avait des fédérations entre plusieurs pays qui étaient membres de l'IFOS. Peut-être que c'est quelque chose à ouvrir entre Madagascar, Maurice et éventuellement la Réunion, même si c'est la France, pour essayer être plus représenté, même si les conditions politiques et économiques sont différentes.
D'autres entraves, c'est les difficultés d'engager des industriels parce qu'ils sont éloignés. Donc il y a des conditions sanitaires, on le sait maintenant, c'est pas facile. Des histoires de dédouanement de matériel, c'est compliqué. Il y a le coût de déplacement, on le sait pour ce congrès. Beaucoup de sponsors ou de partenaires m'ont bien dit c'est cher, est-ce qu'on va venir? Peu de reconnaissance parce qu'on est loin, donc on ne représente pas par rapport à ces industriels. On n'est pas non plus présent sur les écrans des systèmes de compliance. Vous avez entendu parler de la MedTech, ça a été très compliqué. Nous, on ne l'aura jamais, on ne l'a pas eu, on ne l'aura pas. Alors cet exemple, il y a effectivement quand même, il y a de l'espoir. Hein. Bon, on a réussi à faire ce congrès. À La Réunion, on dit nous l'a fait, ça veut dire en créole, on l'a fait. Bon, voilà, bon, ça a été fait. Hein. Merci donc. Je prends la tribune aussi pour remercier donc Bernard Fraisse, d'une part, de nous avoir confiance pour le sang indien, La Réunion. Emmanuel Babin, parce que tu es là chaque fois, et la CIFORL, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Et pour les projets futurs, c'est sûr que Bertrand Gardini, c'est hyper important de pouvoir monter ça, c'est important. Il y a des Malgaches qui sont dans la salle, il y a un Mauricien, il n'est pas là, mais voilà, on fait le maximum, on essaye de faire le maximum, mais il y a besoin, comme le dit Pascal Adjoa, d'aider, d'être présent, et c'est hyper important, même si ça ne se voit pas. Alors, les exemples de partenariat, puisqu'on m'a demandé un peu l'implication de La Réunion, nous, on a essayé d'en faire, d'essayer d'en mettre. C'est compliqué, on le sait, je vous l'ai dit. Alors, il y en a eu. MEDEL, je le dis parce qu'ils ont été présents. Professeur Herry, docteur Liva sont là, soutiennent, on est allé voir, on est allé faire des journées d'audition. Donc, ça existe, il faut essayer d'en discuter, il faut essayer de faire le maximum. L'entraide globale peut se faire par l'intermédiaire d'ONG, il y en a un petit peu à La Réunion, par des conventions publiques, ça existe, le CHU a certaines conventions publiques, par des initiatives personnelles, ça c'est ce qu'on a dit, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a, et ça permet d'avancer un petit peu. Il y a une volonté forte d'entraider, hein. Les entraves, bien évidemment, elles existent, elles sont politiques, financières, géographiques. Nous, on a quelque chose de très particulier dans ce territoire, c'est ce qu'on appelle insularité. Donc ça entraîne obligatoirement des difficultés qu'il faut reconnaître et il faut essayer d'y travailler. On a besoin d'acteurs majeurs, qu'ils soient locaux, internationaux, privés, publics, on aimerait. Et La Réunion, effectivement, puisque c'est un petit peu ça la conclusion, pour l'océan Indien, c'est peut-être un carrefour de coordination et d'expertise dans un projet d'entraide globale océan Indien. J'ai juste mis 2 exemples de petites choses qu'on a fait. Donc Terre Rouge France est une ONG ici de La Réunion qui fait de la gynéco à la demande du professeur Herry qui est présent, de Diego Suarez. On y est allé, on a fait des échanges, on a partagé aussi à Marseille puisque Clerval s'est positionné aussi et on veut continuer à aider Herry. Et là, par exemple, c'est une convention qui date de 2015 de Madagascar et de Mozambique et des Comores sur la formation d'anesthésistes et d'infirmiers. Voilà, c'était un petit diaporama et une vision sur l'océan Indien je te remercie qu'on puisse mettre à l'honneur. Merci à toi. Bon, cette belle communication va nous permettre d'ouvrir une bonne discussion avec l'engagement que tu as et toutes les remarques que tu as faites. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut résoudre sur l'engagement, sur la réflexion qu'on peut avoir au sein de la SAFORL et l'AIFOS pour t'aider, pour vous aider au sein de l'Océan Indien à structurer quelque chose. Je vais juste terminer par un petit exemple de ce que l'on a organisé à Madagascar. À la gauche. Ah, j'ai. C'est bon, j'ai. On va pouvoir en présenter peut-être donc le professeur Herry. Voilà. Peut-être qu'on le fera intervenir, oui, exactement. Il peut venir là. Venez. À Diego Suarez, et puis le docteur Liv et à Tana. À Tana, oui. Bien sûr, on les fera rentrer dans la discussion, évidemment. Alors, je vais juste aborder, pour finir, un peu de conceptualiser une mission qu'on a montée, une petite structure qui s'appelle Entendre le Monde, qui intervient dans plusieurs pays, dont Mada. On avait commencé par les Atana d'ailleurs, puis on avait vu qu'il y avait déjà un niveau de formation qui était super bon dans pas mal de structures. Donc on s'était retiré, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'ONG qui vont à Atana. Et pour des raisons d'organisation, mais aussi de souteneurs, notamment la société New Rest, on a décidé d'aller sur Tamatave, qui est la deuxième plus grande ville, si je me trompe, je parle sous la houlette de nos Malgaches, de 300 000 habitants. C'est la deuxième agglo de Mada. C'est le premier port de Mada, c'est un gros port. Il y a une industrie minière importante aussi. Et il y a un taux de pauvreté de l'ordre de 80%. Alors, la ville de Tamatave, quand ça fait 6-7 ans qu'on y va maintenant, il n'y avait pas d'audioprothésiste, il n'y en a toujours pas d'audiophonologie vraiment développée parce qu'il n'y avait plus de matériel efficace.
un équipement chirurgical très très limité. On n'avait pas une absence de développement de tout ce qui est pile, notamment pour les appareils. En revanche, il y avait un relais fort. C'était une école de sourds qui était très efficace dans le dépistage, un peu tardif évidemment chez l'enfant, et dans le développement de ces enfants en signe. Les problématiques, elles étaient bien évidemment diagnostiques, contacter, suivre les patients, ça comme toujours, le contexte chirurgical quand on avait besoin d'opérer, le suivi des patients et les rééducations quand on les appareillait, la langue, le taux d'humidité aussi qui était important pour nous dans le contexte, pas forcément chirurgical, mais surtout de l'appareillage, on en discutera éventuellement avec les industriels, et la fabrication d'embouts, ou le suivi des embouts quand il fallait les refaire pour tout ce qui était audioprothèse. Alors, nos objectifs, on les retrouve systématiquement. Le premier, c'est collaborer. M. Adjoua nous l'a bien redit. L'essentiel, avant de développer la mission efficace sur place, on fait une mission exploratoire pour prendre... Par exemple, je me suis inscrit au Conseil de l'Ordre de Madagascar. Je suis inscrit au Conseil de l'Ordre de Madagascar, puisque ça a été une demande des autorités locales. Donc, toutes les équipes qui partent sont inscrites à Madagascar. Donc, la mission Explo nous a servi à ça, à savoir ce qu'attendait le pays hôte, ce qu'on pouvait proposer, quelle technique, quel matériel, quelle organisation était souhaitable. Former, ça c'est le deuxième élément essentiel, tout le monde l'a bien reprécisé. Dépister quand il s'agit, alors nous c'est une mission essentiellement d'autologie, donc dépister les surdités, dépister les lésions, équiper évidemment, mais aussi opérer et pérenniser la mission. Grâce à notre bailleur, on a signé une convention avec l'hôpital, l'université et le gouvernement local sur 10 ans. Alors, les missions, elles se déroulent en fait, il y a la mission sur place, mais à distance, on a déjà beaucoup d'éléments. On commence la mission bien avant d'arriver, et il y a deux parties dans cette mission à distance. D'abord, on essaie d'avoir une relation permanente, et maintenant avec les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, on a vraiment des relations fortes avec les équipes sur place qui peuvent nous solliciter pour des décisions thérapeutiques, pour des aides parfois chirurgicales. Mais on a aussi un service de logistique sur place, toujours grâce à notre bailleur, qui nous permet de réaliser la maintenance du matériel, de voir l'organisation des patients quand on va opérer. Et puis, on essaye d'avoir une aide à la formation à distance, alors parfois par des congrès, l'accès à la bibliothèque online qui a été mise en place, la préparation en amont des cours que l'on va faire sur place. On s'attache à faire sur les 10 jours de présence 2 à 3 cours minimum. Et puis, on essaye de développer ce dont tout le monde espère, et ce qui a déjà été fait à Caen, bravo, la venue de médecins en France pour la formation, ce qui est, en termes financiers, le plus difficile. Et puis la deuxième partie de la mission à distance, c'est vraiment 3-4 mois avant notre venue, la mise en place de la mission elle-même, avec le recrutement des patients grâce aux médecins locaux, avec vérifier que le matériel soit bien là, bien efficace, pour qu'on puisse avoir une efficacité la meilleure quand l'équipe chirurgicale et médicale va arriver. Alors, on fait une mission par an de 10 jours, en règle générale début janvier, après la saison des litchis, indispensable si on va avoir des patients. On est à l'hôpital B de Tamatave. Le matériel chirurgical, il est loin de nos standards. On n'a pas de NIM, pas de scanner, par exemple, pour tout ce qui est autologie, mais grâce à notre qualité de formation chirurgicale, je ne le répéterai jamais assez, on s'en sort. La mission, elle est formée de 3 chirurgiens, 2 anesthésistes, et on a un audioprothésiste systématique qui part avec du matériel. Je remercie également Audica, parce que, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais en tout cas, Audica a été fournisseur de matériel et d'un audioprothésiste pour toutes les missions qu'on a faites. En règle générale, on réalise d'abord un appel radio avec des mots-clés, radio-télé, et puis dans les journaux aussi, avec autoré ancienne, hypoacousie, fistule, etc., qui peuvent faire évoquer des cholestéatomes ou des lésions de l'oreille. On fait aussi le recrutement par l'équipe locale qui se déplace dans les villages autour à la recherche de patients éventuellement chirurgicaux. Et puis, grâce à Nurest, notre partenaire, on met en place avant du matériel qui va arriver. Alors, le dédouanement est parfois très compliqué, parfois c'est 6 mois, pour mettre en place du matériel, notamment audiologique, sur place, pour pouvoir réaliser les tests dans de bonnes conditions. Sur place, une fois qu'on arrive sur place, la consultation elle est réalisée par l'équipe d'ORL, la nôtre, mais surtout l'équipe d'ORL locale, évidemment, avec un audioprothésiste systématique qui va réaliser un bilan audiométrique systématique à tous les patients qu'on voit. On a cette chance. On fait une tonale, une vocale. Et la prise de décision, que ce soit chirurgie, appareillage ou autre, c'est-à-dire rien, elle est multidisciplinaire.
en fonction du diagnostic initial, évidemment, de l'autoré pour l'appareillage, du niveau de perte auditive, du type de surdité, et de l'entourage du patient et du patient lui-même. Alors, en règle générale, pour l'appareillage, on décide quand il y a une perte auditive, quand il n'y a pas de solution chirurgicale simple, j'aurais dû mettre simple, on discute avec l'audioprothésiste de la possibilité chirurgicale. Ce qu'on a retenu, mais vous le comprendrez, c'est très adaptable. Quand la perte de chaque côté est supérieure à 50 décibels et que la perte de la mémoire est inférieure à 80 dB, bref, quand il y a un appareillage possible dans des conditions qui ne sont pas optimales, qui ne sont pas celles de la France, on propose parfois un appareillage. Quand c'est une surdité prélinguale, après 3 ans, on a parfois du mal, mais on essaye quand même de proposer quelque chose pour une question de nombre d'appareils par rapport au nombre de patients vus. Et puis, lors d'une décision multidisciplinaire, par exemple, on avait essayé d'implanter je ne sais pas si tu te souviens, qu'on n'a pas pu avec le Covid, un patient qui avait une surdité d'aggravation liée à un progrès rapide, liée à une méningite, dans un contexte de trouble de la vue, puisqu'il perdait la vue également. Donc on voulait l'implanter rapidement, et puis le Covid nous a un peu barré le truc, donc il est toujours en attente. On va lui refaire un scanner, voir s'il n'a pas complètement abîmé sa cochlée pour pouvoir le reproposer. L'appareillage se fait lors d'une première consultation, quand on voit le patient, c'est l'audioprothésiste qui le prend en charge quand on décide de l'appareil. C'est lui qui décide du type d'appareil, qui réalise l'embout sur place. Il fait les réglages avec une audiométrie in situ dans un bureau qu'on a dédié à ça. Il fait des tests vocaux avec appareil, surtout à la voix. Et puis il donne des piles. Il donne 1 an de piles à chaque fois. Donc ça fait un gros volume de piles parce qu'il y a vraiment un problème d'organisation. Et quand on revient, on essaye de ramener des piles pour que ça tienne un peu plus. Et c'est un des éléments qu'on essaye de mettre en place, c'est de trouver des piles, une organisation pour pouvoir alimenter en piles. Nos indications, bon, elles sont très simples de base. Quand il y a un cholestéatome, et les fistules rétro-auriculaires comme celles que vous avez en haut, elles sont assez classiques à Madagascar, ou les autorées récidivantes ou des polypes qui peuvent sortir du cône auditif comme vous avez en bas. Les perforations bilatérales quand il y a plus de 50 dB, unilatérales quand il y a des seuils supérieurs à 50 dB de chaque côté. On propose aussi une chirurgie. Alors, on fait essentiellement rapidement sur les cholestéatomes des techniques ouvertes ou des techniques ouvertes avec comblement et des tympanoplasties plus cartilage dans la totalité des cas. On fait quelques ossiculos. Ça a vraiment été en double plateau quand on a vraiment l'impression, après la discussion, qu'on pouvait améliorer le patient. Sur l'appareillage, on a fait l'étude que sur une mission. Donc il a fait 30 bilans auditifs en termes de patients à appareiller. Il en a appareillé 20, 13 en bilatéraux, 300 piles fournies et 20 kits de nettoyage. Donc là, vous avez les types de surdité, mais si vous avez besoin, je vous ferai passer toutes les données. Alors, c'est le début d'une expérience. On est à 6-7 ans maintenant. On a quand même un petit peu plus que le début. La sélection des patients se fait essentiellement sur des critères d'âge et de gravité otoscopique et plus ou moins audiologique. On n'a pas de scanner, pas de NIM. Les techniques chirurgicales, ce que je dis, c'est essentiellement des techniques ouvertes avec une mématoplastie systématique, s'il y a un cholestéatome. Parfois, on fait quelques comblements mastoïdiens en fonction de l'étendue du cholestéatome. Un tautocartilage systématique sur les cas de perforation. Et puis, on a décidé de faire une chirurgie de moindre risque avec le meilleur taux de cicatrisation possible. On fait une fiche de suivi systématique pour tous les patients sur un logiciel qui s'appelle FileMaker. Les suites immédiates, elles sont évidemment difficiles à contrôler, même si maintenant les équipes locales sont hyper bien formées pour le suivi. On essaye de revoir les patients à distance, c'est-à-dire l'année suivante, mais on est à moins de 10%, comme je pense beaucoup de missions. Ceci dit, on note quand même une bonne qualité de cicatrisation malgré le contexte souvent affecté des interventions. On a un rôle essentiel des audioprothésistes parce que finalement, on a beaucoup de surdité pour que l'on peut aider, pour lesquels les audioprothésistes ont un vrai rôle à jouer. Ils sont déjà bien organisés à titre individuel et à titre de société, mais là, d'avoir pu amener avec nous les audioprothésistes a été un élément essentiel de notre progression de prise en charge, parce qu'on se rendait compte qu'il y a quand même pas mal de patients pour lesquels on pouvait faire. Dernière petite chose, 78 patients, 80% des patients vus en consultation auraient une indication chirurgicale française. D'accord, comme on envoie 400 patients, et quand on en opère 20, il y a des choix à faire. Et le choix, c'est essentiellement lié, à ce que je vous ai dit, à l'âge et à la pathologie, mais aussi à on pourrait opérer plus vite. Mais la formation fait qu'on prend un peu plus de temps pour former les chirurgiens locaux qui viennent avec nous.
Alors, il faut continuer à développer cette prise en charge, continuer la formation du personnel spécialisé, pas simplement les ORL évidemment, y compris évidemment des audioprothésistes, des orthophonistes, des infirmières spécialisées pour pouvoir dépister, prendre en charge, suivre, et puis continuer la collaboration avec les structures d'enfants sourds, notamment les écoles d'enfants sourds qui sont hyper efficaces, hyper organisées à MADA. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre place à Tamatave. Merci à vous. Alors, là, j'aimerais bien que tu reviennes avec nous, là, parce qu'il t'a évoqué plein de choses. Peut-être que M. Fraisse pourrait peut-être s'installer là pour en discuter, ou je vous amène les micros. Il y a quand même, et avec aussi parce que je trouve qu'il y a pas mal d'échanges qu'on peut peut-être avoir pour mettre en place. Je peux peut-être venir parler au niveau de la J'ai pas grand-chose à dire de plus que tout ce qui a été dit. Évidemment, on soutient à fond ces démarches et je pense qu'on a encore une courbe d'apprentissage dans ce domaine avec des difficultés. Par exemple, tu parlais d'approvisionnement de matériel. L'approvisionnement de matériel, c'est compliqué, comme tu l'as dit, pour plein de raisons. Notamment l'une de celles qui nous préoccupe, c'est la qualité du matériel qu'on envoie. Pardon, c'est la qualité du matériel qu'on envoie, puisque évidemment, on ne peut pas envoyer du matériel défectueux, donc il faut qu'il y ait un contrôle avant le départ, etc. Enfin, c'est toute une logistique, je dirais, qu'on doit apprendre à mettre progressivement en place. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la SFORL soutient à fond tous ces projets dans la mesure de ses moyens. Merci à toi. Peut-être qu'on peut reparler un peu de ce que tu souhaites développer au sein de l'océan Indien. Peut-être qu'on peut trouver une organisation avec l'IFOS sur plein de questions, d'éléments que tu as apportés. Nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'a dit par exemple Pascal Adjoa, c'est que quand il y a de la demande, il faut essayer d'y répondre. Et c'est ça qui n'est pas simple. Donc, on a la demande, par exemple, du docteur Liv ou du professeur Herry en disant « Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ?» Il faut essayer de donner un coup de main. C'est vrai que ce n'est pas facile de l'organiser, et c'est ça qui n'est pas très simple. Alors, ça part souvent par des initiatives un petit peu personnelles. On se greffe sur certaines choses, mais c'est vrai que de coordonner, ce n'est pas toujours très simple. Alors peut-être qu'on peut aussi demander justement, comme ce que disait Pascal, de demander un petit mot, par exemple, à Herry, en disant, toi, comment tu vois aussi, puisque à Madagascar, vous êtes les premiers demandeurs d'entraide. Tu veux dire un petit mot, Herry ? Merci. Alors, nous sommes deux. Moi et Viva. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce congrès. On n'y croyait plus parce qu'il y avait des difficultés. Alors, on profite de l'occasion pour pouvoir s'exprimer et on espère que dans l'avenir, on pourra également échanger. Par exemple, vous avez parlé de formation. L'enseignement, oui. Il y a la bibliothèque virtuelle qui est accessible ou relativement accessible. Il y a aussi les cours du collège pour hebdomadaire, oui. Nous, on aimerait bien que tout le monde, à Madagascar, je veux dire, les internes, les médecins, tout le monde puisse avoir accès à ce genre de support, d'enseignement. Et qu'on puisse être donc au courant, au moins, de ce qui se passe. Parce qu'on est vraiment en retard sur beaucoup de points. Et oui, merci. Et voilà, donc c'est à mon avis le plus simple, parce que cela ne demande pas beaucoup de moyens. Mais passons aux autres aspects. Alors, matériel, soins, c'est beaucoup plus compliqué comme nous avons vu. Alors, à mon avis, il faudrait qu'on coordonne les efforts. Parce que jusqu'à maintenant, il y a différentes associations, ONG ou industries qui viennent, mais qui font des activités, on va dire, assez isolées, ponctuelles. Mais si, alors, moi je pense que si ces missions ou activités sont connus de nous tous à Madagascar, on pourrait s'organiser pour y assister, hein,
Par exemple, quand Jean-François était venu, Diego, c'était en 2017 c'est déjà, moi j'ai fait venir un interne de Tana. Parce que Diego, je suis seul, vous imaginez un peu. Et j'ai fait venir un interne de Tana pour assister à la mission de Jean-François. Et ça s'est bien passé parce qu'on était donc... oui, on était 3. Et bien, c'est quelque chose qui est... Nous, on a de l'estime pour ce que vous faites. Hein. J'imagine bien les dépenses que vous faites, hein, de la Réunion à Madagascar ou de métropole à Madagascar. Il y a une grosse dépense et il faut rentabiliser cette dépense. Alors, nous, localement, devrions être là pour recevoir adéquatement ce que vous donnez. Déjà, ça devrait être mis en place, devrait être coordonné pour que ce soit, pour que ça vaut le coup. Voilà. Et puis, on pourra continuer, mais c'est pour juste commencer. Voilà, merci. Oui, je crois que la communication et la coordination sont les maîtres mots, et c'est ce que disait Bertrand. Et... Non, mais juste dire ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure. La première chose qu'on a appris pendant ces 5 ou 6 ans, c'est qu'il faut répondre à des besoins. Et comme on a essayé de matérialiser cette réponse à ces besoins, si vous allez sur le site de la SFORL, vous avez un panneau où il y a marqué les demandeurs et les receveurs. Donc on a essayé d'identifier, vous identifiez quels sont vos besoins, et nous, dans le listing des gens disponibles ou du matériel disponible, on répond à ces besoins. Donc ça, c'est matérialisé, ça existe. Si vous allez sur le site de la SFORL de la CIFOR, il y a tout un panneau. Quels sont vos besoins? Identifiant les besoins humains, les besoins matériels, les besoins chirurgicaux, et de l'autre, nos possibilités d'offres. Donc ça, il faut diffuser cette information, elle n'est pas assez diffusée, mais on a vraiment depuis 5 ans appris, on ne peut y aller que si vous avez des besoins et des définitions de besoins. La deuxième, il y a quelque chose qui a évolué. C'est aujourd'hui les innovations technologiques, et notamment la capacité de diffuser du savoir par Internet, et on est l'une des rares sociétés savantes à le faire gratuitement. Si vous demandez aux Anglais aujourd'hui de vous donner des conférences, des vidéos, elles sont toutes payantes. Aujourd'hui, la société française les donne gratuitement. Donc il y a cet accès libre qui est possible. Mais au-delà du contenu, Thierry Mom a organisé déjà 3 missions qui consistent sur le plan chirurgical, par exemple, à distance, à donner un avis sur un dossier clinique, à donner les techniques à faire. Donc il a mis, je crois que c'est une fois une paralysie faciale au Pérou, de quelqu'un qui devait faire une greffe. Il a regardé tout le cas clinique, les dossiers, et il a donné, à partir de cas cliniques, une consultation. Et ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant. Donc, des consultations à distance que l'on peut donner, en plus, évidemment, de tout ce qui est gratuit sur le plan de la formation. Le troisième élément, qui a été donné par Emmanuel, il a dit « j'ai trouvé des fonds », mais c'est toujours comme ça. Depuis que je suis dans les hôpitaux, chaque fois qu'on a eu des médecins étrangers, c'est parce qu'on est allé chercher, dans le cadre de l'internat, une disponibilité. Il faut se battre. Et pour peut-être le rendre plus facile au niveau de la SFORL, il faudrait que chacun d'entre nous qui a eu la possibilité de récupérer des fonds, on donne les codes. Les codes pour aller voir le président de la CME, ou quel code on a utilisé pour avoir un poste supplémentaire dans le cadre des fonctions internes. Ça, je pense que tu dois le faire parce que c'est quand même un élément clé. De pouvoir prendre quelqu'un sur des fonds d'interne à titre étranger, c'est toujours compliqué, mais on doit y arriver, on peut y arriver. C'est celui qui est quand même le plus aidant dans la formation. Donc, on doit se battre pour essayer de donner les clés à chacun de nos confrères, à chacun aussi bien dans le public que dans le privé, pour essayer d'apporter des formations qui peuvent être longues ou courtes. Et ces clés, elles ne doivent pas rester des clés propres à Caen, propres à Toulouse. Il faut qu'on essaie de diffuser notre savoir pour aller chercher ces moyens financiers. Et puis, le dernier point qui me paraît important, c'est de dire que la pérennisation de ces éléments, et c'est de faire ce que concrètement Bertrand vient de faire. Dire, voilà nos résultats, voilà ce qu'on a obtenu. Et ça, il faut garder les données. Si on n'a pas la volonté de garder les résultats et de témoigner, parce que dans le site de la Société française ORL, au-delà de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut vous offrir, il y a tout un chapitre qui est quel a été le résultat de la mission, quelles ont été les données que la mission... Et sans ça, on ne peut pas progresser. Donc c'est important aussi de, comment dirais-je, matérialiser le résultat de la mission. On a, depuis ces 5 ans, été interpellé par les besoins. On ne peut pas faire autre chose que ce que demandent ont besoin. Et puis,
on a quand même une possibilité avec l'innovation technologique de faire de l'enseignement à distance, soit personnalisé, soit généralisé. Et la France est une des rares sociétés savantes qui le fait gratuitement. Et enfin, bien sûr, il faut continuer à essayer de former aussi sur place. Vous avez évoqué vous avez évoqué la venue de... Oui, ouais, vous avez évoqué la venue de missions sur place que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous avez une idée du nombre de missions qui se déroulent? Est-ce que vous avez un moyen de savoir quelle mission, à qui s'adresser? Est-ce que ce sont des missions francophones, françaises? Est-ce que vous avez ce moyen-là de savoir à Ego ou à Tana? Ou est-ce que vous avez un moyen de recenser ces missions? Mais justement, on n'a pas vraiment les moyens de recenser les missions. Alors, vous le savez une fois qu'elles sont sur place? Voilà, justement, une fois sur place ou bien après, comme par exemple l'émission que vous faites à Tamatave, c'est là on est au courant que vous faites l'émission à Tamatave. Alors que moi, personnellement, moi je fais des missions d'enseignement à l'université de Tamatave, genre 2 semaines par an. Et on pourrait... il faut le coordonner. Voilà, oui. Ils ont une société malgache qui est très bien coordonnée. On est allé à leur congrès la fois dernière, ils se connaissent tous. Ils ont vraiment envie de développer, ils se connaissent. Ils font déjà eux-mêmes des missions dans leur province pour faire de la formation. Moi, j'ai vu leur cours d'autoscopie aux médecins généralistes qu'ils font. Ils ont fait leur congrès à Mahjong. Et moi, je suis allé voir, j'étais là. Et il y a 80 médecins, ils se font l'autoscopie sur eux et les ORL leur font des cours. Donc en fait, ils sont très bien coordonnés. Et c'est la communication et la coordination qui manquent. C'est pas grand-chose. Et les sous. J'aimerais rebondir sur la coordination. Est-ce que c'est possible qu'on fasse un staff de manière pratique, que de manière périodique, pas moins une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, on a un staff, voilà, et on s'échange des infos, et comme ça on peut savoir exactement ce qui se passe. Et par exemple, nous, on a créé la SORLAF depuis 1988, c'est-à-dire la Société d'ORL des pays francophones d'Afrique, qui a commencé par l'Afrique francophone, j'allais dire au sud du Sahara, qui a pu récupérer le Maroc et l'Algérie. Et donc, ce sont des moments où on ajoute la partie humanitaire sous forme même de foire. Et Emmanuel est venu plusieurs fois à nos sessions. Donc, est-ce que de manière pratique, il peut y avoir un staff de ceux d'entre nous qui sont intéressés, avec, il y a Internet, donc il n'y a plus besoin de se déplacer, un Zoom, et puis voilà, on se retrouve et on fait le point. Il y a telle mission ici, il y a telle mission là, il y a telle mission. Un Ivoirien peut aller à Madagascar aussi, un Sénégalais peut aller aussi aider au Tchad. Voilà, je veux dire, si on ne fait pas ce staff, peut-être que ça continuera à être un peu sous forme de flash, alors que ces staffs permettraient de faire passer des informations, permettraient de savoir un peu les expériences, et puis je pense que ça pourrait nous faire avancer. Ok, comme Bertrand a demandé, des informations à propos des missions qui sont effectuées à Madagascar, c'est très dispersé. Parce que, par exemple, l'Australian Doctor for Africa, ils occupent le sud. Par exemple, toi, tu occupes Tamatave. Lui, il est à Digo. Et moi, à Antananarivo. Et on essaie de former des ORL sur le plan pratique. J'appelle des fois des internes qui vont opérer avec moi. Et on essaie aussi de faire des dépistages, des outreach qu'on fait dans des campagnes avec suivi d'opérations après. Et à peu près, on fait à peu près 10 endroits différents tous les ans, minimum. On essaie toujours de faire notre mieux. Donc, le mieux, c'est d'harmoniser toutes ces actions. Par exemple,
par exemple, si on s'échange des nouveaux de temps en temps, on va savoir que tu vas passer en juin, par exemple. Et on va envoyer des internes pour voir les techniques chirurgicales ou quelque chose comme ça. Et moi, bien entendu, ils connaissent déjà parce que j'opère le mardi et jeudi à l'hôpital luthérien. Et presque toutes les semaines, il y aura 3 à 5 cas autologiques. Comme j'ai projeté hier, à peu près 120 chirurgies autologiques que j'effectue par an, par un rythme. Donc, dans les autres lieux, comme Antirabé, Fénarjo, j'opère aussi là-bas. Et si on met tout ça régulièrement, on peut s'arranger, on peut progresser. Merci. Juste deux points. Le premier pour les staffs. Pascal, c'est une très bonne idée, mais ça existe déjà un petit peu, mais moins bien coordonné. On voit bien Thierry Maume qui formalise des relations avec différents médecins. Moi, je suis régulièrement en consultation, enfin en avis avec Adital qui est venu chez nous régulièrement, il nous demande. Donc je pense que même beaucoup d'entre vous, vous avez déjà ça. Peut-être qu'il faudrait peut-être plus le formaliser, mais quand tu es allé chez quelqu'un, en général, tu fais ces staffs-là. Donc, c'est peut-être à développer davantage, d'être plus le formaliser. Deuxième point, moi, Bertrand, ce que tu nous as montré, je suis très impressionné par les résultats. Mais ça, c'est dommage que ça ne soit pas valorisé davantage. Il faut montrer ce que tu as fait. Il faut montrer ça. Et il faut aller le montrer à des gens qui vont nous donner de l'argent. Donc il faut trouver ces gens-là. Il y a le Lions Club, des choses. Enfin, il faut aller montrer ce que tu fais. Et quand les gens vont voir ça, ils vont se dire, on a confiance et on va donner. Mais il faut trouver, je dis Lions Club parce que ça me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Et il faut bouger. Je crois qu'il faut bouger, montrer ça. Parce qu'on demande beaucoup à nos sociétés, la SFORL, mais ne peut pas donner pour tout. Mais il faut trouver les organismes. Mais ce travail-là, je trouve dommage que peu de personnes le voient. Deux remarques. Alors, la première, c'est cette coordination. L'idée qui a été mise d'avoir 3 fois par an un webinaire avec le listing de tous nos amis francophones pour faire le point de ce que l'on est, c'est très facile à faire. Il faut qu'avec Vincent et Alexis, on identifie ce listing, qu'on soit très ouvert à chacun d'entre vous, et éventuellement même les industriels qui participent à ces missions. Ça, c'est celui de la coordination. Je crois qu'il y a une action assez simple à faire, un webinaire qui discute uniquement des actions qui sont à mener et d'identification des besoins. Après, tu as raison, il faut qu'on valorise, on peut pas, c'est pas la SFORL de financer ces missions, mais qu'on valorise un peu. Et je pense qu'on a la capacité de chacun d'entre nous de contacter un certain nombre de personnes sur la valorisation de vos activités. Mais commençons par cette coordination qui est un besoin, me semble-t-il, Vincent. Oui, je soutiens ça absolument à fond. Effectivement, ça serait une bonne solution pour justement que l'information circule et que les choses soient coordonnées. Ça serait en place. Par rapport, sinon, à ce qui avait été dit tout à l'heure sur l'accessibilité des cours et des vidéos chirurgicales, soit du collège, soit de la Société française d'ORL, il faudrait qu'on fasse et qu'on puisse donner un titre de membre de la société ou du collège à titre gratuit à un certain nombre, effectivement, de collègues de Madagascar, d'Afrique, etc. C'est ce qu'on fait déjà avec nos collègues libanais, par exemple, et ça leur permet d'accéder via un mot de passe à toutes les vidéos chirurgicales. C'est assez simple à mettre en place. On va le faire. Pour finir, là, je voudrais juste qu'on revienne à Jean-François. Est-ce que tu souhaiterais organiser, comment tu vois l'organisation possible pour t'aider sur les Indiens? L'océan Indien, c'est un petit peu compliqué. Je voulais montrer l'insularité, le contexte socio-économique, originel et ça. Après, voilà, c'est sûr que c'est toujours pareil. Ça part d'une volonté de quelqu'un. Donc là, c'est l'exemple. On a Eri, on a Liva, on a partagé, on a sympathisé. Et moi, je suis content de venir. Ils sont contents de venir. Après, c'est sûr qu'au niveau universel, je pense que de fédérer les gens, c'est important. La fédération, la SORLAF, finalement, c'est une fédération. Et donc l'océan Indien, je pense qu'il faut la fédérer. Après, soit on veut, soit on ne veut pas. Fédérer, c'est que chacun garde sa société et que peut-être il y a une fédération au-dessus. Et elle aurait un rôle peut-être de
justement, de coordonner un petit peu ça. Je parle juste de localement. Madagascar, Maurice, ils veulent. On a un collègue mauricien à côté. Les Comores, Mayotte et la Réunion en tant que, on ne va pas dire tuteur, mais peut-être un peu, voilà. Peut-être déjà ça, puisqu'on parlait de coordination, communication, finalement. Voilà. Et après, de développer les bonnes âmes et les volontés donc financières, les accepter. Donc, tu connais l'océan Indien, tu as aussi ton avis. Oui, mais je connais moins bien que toi. Quand même. D'autres remarques? Peut-être la vision d'un industriel, peut-être? De Michel? Je donne à Vincent. Vincent, c'est pas mal impliqué déjà. L'océan Indien, il le connaît un peu. Merci. Oui, il y a aussi un levier important dont vous n'avez pas parlé, c'est l'aide publique au développement. Ce qu'on a réussi avec MEDEL, alors c'est l'Austrian Development Agency, l'ADA. C'est l'Autriche, puisque nous, notre maison mère est en Autriche, qu'on a quand même réussi à lever plusieurs millions d'euros pour mettre en place dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne du dépistage systématique. Et alors ça veut dire aussi, c'est pas que mettre en place du dépistage ponctuel, ça inclut effectivement de la formation. On a mis en place aussi donc une formation en otologie en Afrique avec un laboratoire de dissection qui a été équipé sur ces fonds autrichiens. On est dans des pays francophones, alors est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen avec un label SFORL d'obtenir des fonds français et européens, hein, parce que l'aide au développement aujourd'hui, ça représente des enveloppes de plusieurs milliards d'euros à l'échelle européenne. Est-ce qu'il n'y a pas des leviers aussi pour développer des choses? Et enfin, plus de collaboration peut-être entre les sociétés savantes. On est en train aussi de collaborer pour mettre en place une formation d'orthophonie à Abidjan, une formation en audiologie. On est en train de mettre des plateformes en ligne. On s'aide avec le CHU de Liège. Enfin, on essaie d'utiliser beaucoup de leviers parce que nous, industriels, on ne peut pas faire tout seul. Et je pense que ces fonds de développement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça dans les missions humanitaires, mais je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher aussi dans ces voies-là. Ouais. Nous avons, par exemple, dans les actions humanitaires que nous faisons, nous demandons 1 euro de consultation. Et 1 euro de consultation, bon, ça fait globalement 500, 600 francs CFA. Et vous sortez 600 francs CFA, 500 francs CFA, vous avez la consultation, le lavage d'oreilles, vous avez l'audiogramme et même le PEA. Et ça permet de gérer la logistique locale. Donc je veux dire que c'est vrai qu'il faut donner, mais que la population locale apprenne à participer quelque part. Et ça nous donne des moyens et ça permet, quand les moyens arrivent, comme ceux qui sont venus de la coopération européenne, de les utiliser à bon escient. Et sur les consultations, des choses comme ça. Et c'est du matériel que nous-mêmes, nous avons déjà acheté. Donc, c'est possible aussi. Et sinon, la population qui reçoit ne considère pas véritablement l'effort qui est fait. Mais quand ils ont participé un peu, je peux vous dire que c'est... Donc nous, on les fait participer à 1 euro la consultation. Une idée, effectivement. On va sûrement arrêter là, on va dépasser. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit débrief par mail à tous les intervenants, à toutes les personnes présentes, avec des propositions, et puis par mail par la CIFOS, la CIFORL. On verra ce qu'on peut mettre en place sur le moyen long terme pour coordonner, améliorer le fonctionnement au sein de la francophonie. Donc, je travaillerai avec M. Fraisse sur un mail commun. On vous adressera et puis on attendra vos retours pour mettre en place les éléments.